Les bonnes pratiques, c'est, de trouver un côté, et c'est ce que j'essaie de faire moi, de trouver un côté ludique à la prospection. Effectivement, mon job, c'est de faire apparaître les clients et disparaître les objections. Bon, je dis celui qui prospecte, il a tout à gagner. En fait, le chasseur, il a tout à gagner, l'éleveur, il a tout à perdre. Le commercial, c'est quand même l'élément le plus important dans une boîte, hein. Voilà, faut être rationnel sur les outils. Mais dès qu'un outil fait gagner du temps, bingo, hein. Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de l'agence Dreamcatcher Sales, agence experte en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et aujourd'hui formateurs d'équipes sales. Nous vous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Pascal Mollet, formateur depuis 10 ans d'équipe Sales et qui revendique 12 000 commerciaux formés. Et c'est pas tout, parce qu'il est aussi Jean-Pascal, auteur d'un livre Success Stories chez les Sales, auteur du livre Comment tout vendre et comment se vendre. Plein de belles promesses aujourd'hui. Jean-Pascal, ravi de te recevoir dans nos bureaux. Merci pour l'invitation, hein. Écoute, je suis ravi de partager avec toi en tous les cas. Top. Est-ce que déjà tu peux, pour nos auditeurs, rapidement te présenter? Qui es-tu, Jean-Pascal? Qui tu viens? C'était quoi ton parcours? Et comment ça se fait que tu sois aujourd'hui formateur sales? Et enfin, c'est quoi être formateur sales au quotidien? Ok. Alors un jour, hein, moi j'ai un client qui m'a dit que j'étais un magicien. Et j'ai gardé cette image parce que effectivement, mon job, c'est de faire apparaître les clients et disparaître les objections. Alors je fais ça depuis 18 ans. Je te dis 10 ans tout à l'heure, non mais 18 ans. J'ai créé en janvier 2006 mon cabinet qui s'appelle Coach de vente conseil. Et oui, j'accompagne tous les forces commerciales de ce pays et dans tous les univers, B2B, B2C. Avant de faire ce métier-là, moi j'ai commencé chez Darty, j'étais vendeur et chef des ventes. Après, je travaillais chez L'Oréal, hein, comme cobaye, comme tu peux le constater. Dans tous les cas, comme commercial. Et après, j'étais compte clé, donc je m'occupais de Cora et d'Auchan. J'ai fait la même chose chez Kenwood, une vieille marque d'IFI d'autoradio, où j'encadrais aussi 6 commerciaux. Et j'ai terminé un groupe Vivarté, donc anciennement groupe André, sur la marque Liberto, sur le développement et d'un réseau de boutiques et sur la création de ce réseau. Et en janvier 2006, une rencontre a fait que je me suis lancé dans la formation commerciale, d'abord en sous-traitance, et puis après, la création de mon cabinet très rapidement. Et je fais ça depuis 18 ans, parce que la vente, je fais ça depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Et donc, c'est ma vie, c'est une vraie passion. Et j'adore partager ça avec les commerciaux aujourd'hui. Entre pratiquer la vente et la transmettre, pourquoi tu as fait ce choix justement de plus avoir cette adrénaline du closing et du variable aussi d'ailleurs qui va avec, parce que Oui. très souvent il est sympathique. Je pratique toujours, puisque quand tu crées ton cabinet de formation, et moi je suis un artisan, hein, donc c'est-à-dire que je fais tout, hein, je fais le marketing, je vends, et ça fait partie de mes arguments, hein. Quand j'ai un prospect en face de moi, je lui dis, c'est moi qui vous vends, mais c'est moi qui anime derrière, donc je continue à vendre et je continue à avoir cette adrénaline, parce que effectivement, quand j'ai pas de vente, j'ai pas de chiffre d'affaires. Donc non, ça continue. Et en fait, moi j'ai fait une école de vente, on en parlait tout à l'heure, mais à la Chambre de commerce de Lille. Et j'avais beaucoup de professionnels qui venaient partager leur passion. Et je m'étais dit dans un coin de ma tête, tiens, un jour, j'aimerais bien faire ça. Et voilà, un parcours a fait que j'ai choisi ce métier et j'adore faire ça. Alors aujourd'hui, c'est quoi tes formations les plus populaires du moment? C'est quoi les best-sellers? Qu'est-ce qui t'est demandé ces derniers mois le plus par les boîtes? Tout à l'heure, tu disais que Dreamcatcher Sales, c'est aussi l'humain au cœur de la vente. Et pour moi, c'est aussi la chose la plus importante. Donc, une des formations que je vends le plus, c'est la formation sur le disque. Donc, la stratégie des couleurs ou la méthode disque qui permet de comprendre qui on a en face de soi, qui on est pour pouvoir faire que ça matche le mieux possible parce que ton client, il t'achète toi avant d'acheter quoi que ce soit et que si tu n'achètes pas toi, il n'achètera rien. Donc ça fait partie des choses que je partage très régulièrement et sur les réseaux sociaux et en formation. Et après, mes sujets, c'est LinkedIn, hein. Je fais des formations sur LinkedIn, sur la prospection, sur la vente et sur la négo. C'est mes principaux sujets et sur le coaching commercial. Et là, par rapport à tout le benchmark que tu as fait ces dernières années, est-ce que tu as senti des évolutions justement sur la montée en compétences des équipes sales en règle générale dans les boîtes, ou tu penses que le niveau a plutôt stagné? Malheureusement, je ne sens pas une réelle montée en compétences des équipes sales. Après, il y a toujours des cas particuliers, mais globalement, on va les mettre en formation 2 jours, 3 jours, 4 jours. Puis après, il y a des choses qui risquent d'être assez vite oubliées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de suivi et d'accompagnement au quotidien. C'est-à-dire qu'on met des managers commerciaux, mais rarement on leur donne cette posture de coaching et d'accompagnement et de débrief de vente, etc.
Donc c'est ça qui est dommage, c'est que c'est comme tout, hein, une formation c'est un point de départ, mais il faut faire vivre ça. Comment tu différencies la formation et le coaching? Tu es une boîte, tu repères effectivement des difficultés dans l'équipe sales ou une volonté de monter en compétences pour faire de la croissance. Pourquoi passer par de la formation et ou pourquoi passer par du coaching? C'est quoi la différence? C'est quoi les enjeux? Alors c'est complémentaire, hein, c'est-à-dire que la formation, on va partager ensemble les bonnes pratiques, les tips, les astuces pour pas se faciliter la vie. Puis après, le coaching, c'est un petit peu plus en individuel, de dire, bah tiens, on va débriefer une vente. La chance qu'on a, entre guillemets, c'est qu'on a eu le Covid et que maintenant, on a des enregistrements d'entretiens commerciaux qui sont des vrais entretiens. Ça change des sketchs de vente qu'on pouvait faire dans une salle. Donc c'est débriefer ça et là plutôt en individuel. Donc pour moi la formation elle est plus en mode collectif, on partage ensemble et on vit ça ensemble avec les méthodes. Et le coaching après ce sera plutôt individuel. Toi, tu préfères quoi? Faire des formations ou du coaching? C'est quoi le plus grand besoin aujourd'hui dans les équipes? Bah, les équipes ont besoin des deux. Et moi ce qui me plaît c'est de faire les deux. C'est justement de pouvoir, en tous les cas dans mes propositions, je fais souvent formation puis après je propose un coaching individuel sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an et avec des points de rencontre réguliers. Ok. Est-ce que c'est le rôle des managers ou du DIRCO de faire des formations justement ou mieux vaut faire appel à quelqu'un d'externe? Alors pour moi c'est pas le rôle des managers de faire de la formation. En revanche c'est leur rôle de faire du coaching. Et c'est pour ça que moi, dans mes formations, je propose toujours d'accompagner les managers sur cette dimension-là. Bah, déjà, souvent dans les boîtes, on a fait évoluer quelqu'un en tant que manager, mais on ne lui a pas fait de formation en management, parce qu'il était bon dans son métier. C'est un bon commercial, donc on le fait évoluer. Mais alors que c'est un nouveau métier et c'est un autre métier. Et notamment cette dimension de coaching, de je questionne, je sais débriefer, je sais faire un feedback. Bah, il y a aussi des méthodes et ça s'apprend. Donc, moi, je l'ai fait aussi, monter en compétence sur le sujet pour qu'après, il soit autonome. Si on se fait un refocus sur les sales, d'après toi, par rapport aux formations que tu fais, c'est quoi l'étape du cycle de vente qui est aujourd'hui la moins bien maîtrisée et à l'inverse, celle qui est généralement le mieux maîtrisée? Bon, comme tu disais, hein, 12 000 commerciaux formés, ça permet quand même d'avoir un beau benchmark. Mais c'est la découverte client, enfin, c'est le questionnement. On sait qu'il faut savoir poser les bonnes questions, poser des questions ouvertes, poser des questions motivationnelles, sortir de soi, être centré client. C'est ça la grande difficulté en fait. S'intéresser à l'autre, c'est une zone d'effort. Et à l'inverse, la zone de confort, souvent, c'est la compétence technique ou la connaissance produit. Et c'est là le problème, c'est que l'être humain préfère être en zone de confort plutôt qu'en zone d'effort. Et donc, on a tendance à être plus centré sur notre produit et sur notre offre qu'être centré sur l'autre, hein. C'est marrant, mais j'aurais pas dit ça instinctivement sur l'étape du cycle de vente la moins bien maîtrisée, surtout qu'aujourd'hui il y a beaucoup de méthodes qui accompagnent les sales, Medic, Spice, Gantt, etc. Malgré tout, c'est trop suivi comme une machine, il n'y a pas suffisamment d'implication intuitu personnel. Bah, c'est que il y a quand même encore beaucoup de découvertes en mode question fermée et qui peuvent des fois un peu énerver l'interlocuteur parce que oui, non, oui, non. Donc vraiment travailler sur ce questionnement ouvert, sur ces questions de motivation, qu'est-ce qui est important pour vous? Voilà, on imagine, on bosse ensemble, on se revoit dans 3 mois, 6 mois, qu'est-ce qui vous fera dire que vous avez fait le bon choix aujourd'hui? C'est pas des questions qui sont très naturelles, c'est même pas naturel, c'est qu'il faut les apprendre. Et vraiment, moi je vois un déficit là-dessus, et puis je pose une question et j'argumente juste derrière, j'appelle ça faire l'essuie-glace. Non, c'est vraiment, il faut que je finisse ma découverte pour passer, voilà, c'est bien segmenté. Et moi, je vois un gros travail là-dessus, en tous les cas, même s'il y a de la méthode. Mais comme on le disait tout à l'heure, la méthode, si elle n'est pas suivie, s'il n'y a pas d'accompagnement, elle est vite oubliée. Donc c'est la répétition qui fixe la notion, par effectivement le coaching. Et à l'inverse, c'est quoi les sujets qui sont aujourd'hui bien maîtrisés? Comme je te l'ai dit, hein, souvent les argumentaires un peu marketing ou la connaissance produit, c'est ça qui est le mieux maîtrisé. Et puis après, en fonction des univers, les réseaux sociaux et notamment LinkedIn, mais là aussi, il y a du travail à faire quand même. L'année 2023 dans l'écosystème tech a été assez ardue. Diminution des budgets, intensité concurrentielle plus forte. Un des gros sujets effectivement de la rentrée 2024, c'est les new logos, new business, remettre tout le monde effectivement à la prospection. On fait appel à toi pour former des équipes sales, pour retrouver le goût de la chasse, remettre en place des méthodologies pour faire de la chasse. Ça serait quoi ton approche à ce moment-là? Alors c'est vrai, hein, il y a toujours les bonnes résolutions de début d'année, hein, même si les business sont difficiles depuis un certain temps. Bah, les bonnes pratiques, c'est de trouver un côté, et c'est ce que j'essaie de faire moi, de trouver un côté ludique à la prospection.
bon, je dis, celui qui prospecte, il a tout à gagner. En fait, le chasseur, il a tout à gagner, l'éleveur, il a tout à perdre. Donc, quand on est en mode prospection, bah, c'est génial. Et c'est vrai que le fait, moi j'organise comme ça des blitz, hein, le fait de travailler ensemble, à appeler, bah, en fait, à la fin, ils se disent, bah oui, c'est sympa. Mais c'est vrai que c'est plus sympa à faire ensemble, à se faire un petit côté de challenge, tu mets les rendez-vous sur le tableau, etc., que de faire ça tout seul dans son coin chez soi. Bah, justement, ça serait quoi tes bonnes, tes meilleurs tips, tes meilleures recommandations pour mettre en place Culture Newbies? Est-ce que c'est plutôt de faire, par exemple, du cold call avec 2-3 collabs, on se met sur haut-parleur? C'est plutôt de le faire tôt le matin, tard le soir, à l'heure du déjeuner? En tips concrets, qu'est-ce que tu pourrais apporter? Déjà sur les horaires, hein, enfin, on se dit toujours, tiens, tel jour ça marche pas, tel jour ça marche pas. Et ce qu'il faut, c'est varier en fait, c'est varier ses séances. Faut pas se dire, tiens, tous les lundis matins, j'appelle. Donc un coup c'est le lundi matin, un coup c'est le mardi après-midi. Il faut ritualiser ça et il faut surtout le mettre sur l'agenda parce que on trouve toujours autre chose à faire que du cold call, hein. La plupart des commerciaux n'aiment pas ça. Donc c'est vraiment, quelque chose, c'est un rituel qui est mis comme une réunion, comme des vacances. Et voilà, je mets ça de 10 à 12 et je fais que ça. Et je prépare ma liste. Puis après, une fois que j'ai préparé, j'enfile. Et on a l'impression que le téléphone, c'est mort. Mais non, hein, ça marche toujours, hein. Et c'est quand même, pour moi, encore aujourd'hui, une des meilleures techniques pour prendre des rendez-vous et pour faire du business. Bah justement, c'est quoi pour toi tes meilleures techniques sur lesquelles il faut se former pour prendre des rendez-vous? Bah, il faut déjà se dire comment je fais pour passer un barrage. Donc là, il y a des techniques. Tu veux, Ça que j'en existe donne, plus. c'est ça? Bah évidemment, parlons très concret, on est tous des sales. Ok. Et d'abord, est-ce que ça existe encore les barrages? Ah bah oui, bah Il carrément. y a plus de secrétaires maintenant, les Bah, boîtes, bien les sûr que baraques si, bien secrétaires. sûr que si. C'est parce que toi, c'est vrai que tu es peut-être un peu focalisé sur un univers parisien, tech, etc., Ah, hein. ça y est, on commence à Non, se non. faire rier. Oui, exactement. Non, non, On tire le business. non, mais je te c'est rassure, hein, moi je vais partout en France et il y a Ouais. encore plein d'assistants de partout et dans plein de Ok. business. Et quand tu fais une session de call, tu te rends compte qu'il y a encore, voilà, Ok, il y a encore des zéros qui traînent. voilà. Pour moi, la meilleure technique pour passer un barrage, elle est à double détente. C'est de dire, écoutez, voilà, je devais le rappeler aujourd'hui à 14h. Il est 14h05, je suis désolé, je suis un petit peu en retard. Concernant, et tu mets un jargon technique derrière. Donc, je devais le rappeler, ça sous-entend que il attend mon appel, mais c'est pas ce que je dis. C'est juste moi, je me suis noté que je devais le rappeler. Donc, en fait, je mens pas, faut jamais mentir, hein, parce que sinon, tu dis c'est personnel, ça passe, hein. Donc, je devais le rappeler aujourd'hui à 14h, je suis un petit peu en retard concernant tel truc. Ça passe dans 8 cas sur 10, hein. Franchement, à moins de tomber sur une assistante aguerrie, ça marche pas mal. Puis bah, après, l'idée, c'est très rapidement de pouvoir donner de la valeur, dire tiens, voilà, on a fait ça à tel endroit. Voilà, et donc ce que je propose, c'est qu'on se rencontre, hein. Enfin, à un moment donné, on est là pour prendre du rendez-vous. Moi, j'aime bien terminer par la question où tu vas chercher un nom qui veut dire oui, hein. Du coup, est-ce que vous voyez un inconvénient à ce qu'on cale un rendez-vous ou en physique ou en visio? La chance qu'on a, entre guillemets, c'est qu'on peut proposer la visio. Et quand tu fais de la prospection téléphonique, les prospects acceptent plus facilement un rendez-vous en visio qu'un rendez-vous en vrai. Ils ont l'impression que c'est moins intrusif, hein. D'ailleurs, Covid, ça veut dire commercial en vidéo. Je ne sais pas si tu le savais. Mais voilà, donc le fait de dire, tiens, est-ce qu'il y a un inconvénient A? Ok. 15 dit non. Et du coup, c'est vachement plus facile d'avoir des rendez-vous. Voilà, je te donne 2-3 tips comme ça. On a un formateur aguerri, alors on en profite. Les objections classiques, t'appelles, tu veux vendre tes formations à moi, directeur commercial de Dreamcatcher Sales, tu me dis, tu m'appelles en call. Dès que tu commences à me parler, je te dis j'ai pas le temps. C'est une des objections les plus communes. Ok, mais c'est normal, hein. C'est-à-dire, tous les gens qu'on appelle, ils ont pas le temps. Voilà, ce que je propose justement, c'est qu'on puisse se caler un rendez-vous. Dès que vous avez le temps, on se cale 15 minutes et puis voilà, prenez l'agenda et on y va, quoi. Si je te dis non, comment tu fais un peu ton forcing? Bah, si tu me dis non, après c'est compliqué, hein, ce que tu racontes, hein. C'est qu'à un moment donné, si la première objection, ça passe pas et que le mec il te dit non, 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 tu rappelles 2 jours après et puis il sera peut-être plus disposé, quoi. Ok, jusqu'à quand il faut le rappeler, l'interlocuteur? Bah, tant qu'il décroche, hein. Tant qu'il décroche? Tu te fixes pas des limites à 8, 10, 12 fois Bah, sauf si le jour, à un moment donné, le mec il dit arrêtez de me harceler, hein. Voilà. Mais bon, tu sais, globalement, 2 jours après ou 3 jours après, le gars il sait plus qui il a eu au téléphone, hein. Donc faut pas se mettre ses propres barrières, hein. T'es très présent sur LinkedIn aussi? J'essaie. Ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans que tu t'y es mis, c'est ça? Non, un peu plus, Non, hein. un peu plus que ça Non, encore? non, un peu plus. Alors, je m'y suis vraiment mis. Alors, pour tout dire, j'ai le timing à peu près en tête, hein. C'est-à-dire qu'en 2019, en juillet 2019, j'étais arrivé aux 30 000 abonnés, mais en faisant un petit peu voilà, de l'envoi d'invitations un peu automatiques, rapides. On n'était pas trop contingenté à ce moment-là. Et puis, arrivé aux 30 000, bah, tu sais qu'on a droit à 30 000 contacts de niveau 1. Donc, si tu veux augmenter ton réseau, bah, le seul moyen, c'est de faire du contenu. Et donc, c'est là où j'ai commencé à faire du contenu très, très, très régulièrement.
c'est-à-dire un post par jour, hein, même des fois un peu plus, c'est 400 posts par an. Mais parce que je me rendais compte aussi que ça me ramène aujourd'hui 80% de mon business, dans tous les cas de mon nouveau business. Le reste, c'est de la recommandation. Donc, si je continue, c'est parce que ça me ramène mes nouveaux clients, quoi. Et ça, tu penses qu'aujourd'hui, les sales dans les boîtes doivent faire du personal branding? Évidemment, c'est ce que je leur dis d'ailleurs, hein. Quand je fais des formations LinkedIn, je dis tout ce que vous faites pour votre boîte, mais vous faites déjà pour vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es dans telle boîte, demain, tu es peut-être dans une autre, mais ce que tu auras fait sur LinkedIn, ce que tu auras bâti, bah, c'est pour toi. C'est ton profil personnel, c'est pas le profil de l'entreprise. Donc, évidemment, sois actif et un beau profil, un profil qui soit vendeur. Moi, j'aide. Alors, sais pas mon métier de faire du recrutement, j'en fais un petit peu parce que j'aide certains clients, mais plutôt en fin de process. Mais je vais toujours avoir le profil LinkedIn. Si je vois que le gars il est pas actif, qu'il a 200 contacts, qu'il a pas de bannière, qu'il réagit jamais et qu'il commande pas, bon, entre un qui sera un peu plus actif, je vais déjà aller un peu plus loin avec lui, quoi. Ça fait partie des outils aujourd'hui des commerciaux et en B2B et même en B2C sur certains business, hein. Donc c'est incontournable aujourd'hui. Et c'est quoi à peu près la vélocité qu'ils doivent avoir? Parce qu'on demande beaucoup de choses aux sales aujourd'hui, hein, de faire leur personal branding, de gérer les mails d'automation, de faire leur scrapping, de faire leur fichier de prospection, de faire les calls, de faire la relance, de faire de l'admin, de jongler entre 5, 6, 7, 8 SaaS différents, de faire leur réécoute sur Gong ou sur Mojo. Donc en fait, ils courent toujours après le temps. Donc il faut qu'ils accordent combien de temps pour ce branding par jour ou par semaine? Tu sais, il faut toujours se dire, c'est combien ça me coûte, et là en termes de temps, et qu'est-ce que ça me rapporte. C'est comme une session de call. Euh, c'est déjà si je suis capable de 2 fois par semaine publier du contenu, aller commenter voilà, des cibles qui m'intéressent, me montrer, être visible. Bon, déjà, si je fais allez, 1 heure par jour, mais 1 heure c'est segmenté, c'est allez, je prends un quart d'heure, je vais commenter à droite à gauche. Surtout quand je publie, c'est dans le temps où je publie, bah, j'essaie d'être quand même le plus présent. Parce qu'on sait que c'est important de chatouiller l'algorithme sur la publication. Donc dès qu'il y a des commentaires, je vais répondre. Bon, et encore une fois, il faut voir les résultats que ça donne, hein. S'il n'y a pas de résultats, ben, faites autre chose et puis tu prends ton téléphone et t'appelles. Et puis tu t'en sers pour qualifier tes cibles. Donc, Si je reviens un peu sur le sujet de formation, comment tu identifies les points nécessaires de monter en compétence d'une équipe sales? Je suis Dirko, je te dis, bah, écoute, viens dans ma boîte, j'aimerais augmenter effectivement un peu mes KPI, j'ai des gros enjeux de croissance, j'ai pas forcément envie de recruter, mais plutôt de faire monter en compétence mes équipes. Comment tu fais un audit d'une équipe sales pour savoir quels sont les points clés sur lesquels il va falloir bosser? bah, la première chose à faire, c'est, bah oui, comme tu l'as dit, c'est de faire un audit, hein. Donc c'est d'accompagner un ou deux commerciaux, de voir comment ils fonctionnent, passer une journée avec eux, comment ils s'organisent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils organisent l'agenda, comment ils priorisent ce qu'ils font. Et puis, bah, une fois que tu as ça, c'est se dire, les voir aussi en entretien, donc où on a un entretien vidéo qui est enregistré, et puis de voir ce qui marche pas. Puis après, bah, suite à ça, se dire, c'est quoi le plan d'action. Et en général, bah, formation, coaching, accompagnement, et accompagnement de leurs managers commerciaux pour qu'après, ils prennent le relais. Donc au final, pour toi, c'est vraiment l'accompagnement de manière individuelle de chaque sales plutôt qu'aller regarder certains KPI. Est-ce que tu regardes des KPI, taux de transfo, nombre de calls, ce genre de choses? Bah, ça, ce sont des indicateurs qui vont me permettre de dire, tiens, de voir les disparités qu'il peut y avoir sur l'équipe. Maintenant, c'est le meilleur, enfin les meilleurs indicateurs, c'est de voir comment ça se passe avec un client, hein. Parce que des fois, tu peux tout bien faire et puis ah, bah, il y a juste la conclusion qui fonctionne pas ou il y a telle ou telle phase. Donc pour moi, le mieux, c'est de voir en condition. Tu sais, c'est comme un sportif. Ben, ok, tu peux regarder le nombre de matchs qu'il gagne, mais bon, ok, ça me donne des infos, mais non, c'est de voir si c'est un tennisman, c'est quoi son coup droit, son revers, son temps de réaction. Donc oui. En parallèle de ça, je voulais avoir aussi ton point de vue, qui est quelque chose dont sur ces derniers podcasts j'évoque, sur la segmentation des équipes commerciales. Ces dernières années, comme tu as pu le voir, tu as eu une grosse segmentation des équipes, SDR, BDR, account exécutive, CAM, CSM, etc. Et donc maintenant sur une vente, tu peux avoir 3, 4, 5 interlocuteurs différents. Est-ce que pour toi, cette segmentation des équipes est efficace, ou à l'inverse, en fait, fait un coût d'acquisition énorme, et en même temps, est-ce que ça a permis justement de monter en compétence, ou à force de faire du BDR pendant un an, que du call, après quand tu passes à eux, c'est plus simple, ou finalement ça a trop cloisonné et on a perdu en vélocité commerciale? Alors c'est vrai qu'on a peut-être changé les appellations, mais ça a toujours un peu existé, hein.
gens qui étaient voilà, les sédentaires au téléphone qui appelaient, et puis après le gars qui était sur le terrain, hein, souvent ils fonctionnaient en binôme. Bon, moi je suis plutôt partisan, je sais pas si c'est la vieille école, mais de se dire je prospecte et je suis le client en fait. C'est-à-dire que on a parlé de la relation tout à l'heure, la relation elle est importante et je crois que pour le client en tous les cas, le fait d'avoir quelqu'un du début à la fin du cycle de vente et d'avoir la même personne, si ça fonctionne bien, bah, c'est quand même top. J'ai un mec qui m'appelle, qui prend un rendez-vous, ok, c'est un autre qui vient, c'est un autre qui me suit. Alors ça marche, hein, mais moi je suis plutôt partisan de je suis mon client de A à Z. Tu parlais de vieille école. Est-ce que pour toi, il y a un choc de culture entre les sales qui sont en activité depuis 2, 3, 4 ans, qui ont entre 25 et 30 ans, et les sales que tu as connus il y a 15 ans? Bah, le choc de culture, c'est surtout un choc technologique, c'est-à-dire que bah, il y a Internet qui est arrivé il y a un peu plus de 20 ans maintenant dans le quotidien. Donc c'est ça qui a changé. Avant, les commerciaux, ils arrivaient avec l'information. C'est-à-dire que c'était un peu les messies. C'est fini. Aujourd'hui, le commercial, il n'arrive plus avec l'information. Donc il doit vraiment être en position de conseil, en position de consultant, connaître son marché, connaître son univers, challenger le client. Donc c'est là où le métier a changé. C'est là où le métier, tout compte fait, est plus intéressant. Avant, hein, le gars, il était un peu preneur de commande, hein. Il arrivait avec son petit crayon sur l'oreille, hein, et puis, allez, combien je vous en mets? Bah, c'est fini, ça. On a besoin de personne pour ça, hein. Aujourd'hui, je passe mes commandes sur Internet et quand on voit des gens comme Amazon qui te livrent presque avant que tu aies passé la commande et ils travaillent sur un algorithme qui va te permettre ça. C'est-à-dire qu'avant que tu passes ta commande, ton produit sera presque déjà à côté de chez toi, par tes habitudes et par ce que tu fais. Donc, il faut vraiment que les commerciaux comprennent ça. Qu'on Ok. comprenne qu'ils sont là en position de consultant plutôt qu'en position de je prends des commandes. Parce qu'on a besoin de personne pour prendre des commandes. Et en stack technique, à part le CRM, est-ce qu'il y a des outils justement qui sont maintenant devenus pour toi indispensables et qui peuvent faire partie de tes formations, je sais pas, des outils de mail automation, des outils de scrapping, des outils pour gérer des numéros de téléphone, ce genre de choses, ou pour toi c'est un peu gadget au final Non, alors pour moi, c'est pas gadget. Moi, j'en parle pas dans mes formations parce que c'est pas mes sujets. Mais évidemment, tout ce qui peut faire gagner du temps aux commerciaux, il faut le prendre. On va parler aussi de l'IA ou ChatGPT, etc. Ça, j'ai commencé à en parler dans mes formations. Et quand j'en parle, en fait, tu te rends compte qu'il y a, enfin, c'est des nouveautés pour plein de commerciaux. C'est-à-dire qu'ils savent même pas, ils en ont entendu parler, mais ils l'utilisent pas ou ils savent pas l'utiliser. Donc, moi, je sais que je le mets sur ma formation LinkedIn, je le mets sur ma formation vente, ma formation négo, parce que ça me paraît être important. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont entre guillemets contre le progrès. Moi, je suis avec le progrès. Tu vois, bon, je suis très présent sur LinkedIn. Bah, on n'est pas tant que ça dans mon métier, être aussi présent et avoir compris l'importance de ça. Donc, moi, j'ai 56 ans, je suis pas tout jeune, mais j'essaie d'être quand même toujours dans la tendance et dans ce qui se passe. Donc, les outils, oui, comme tu l'as dit, attention aussi, c'est de ne pas en avoir 10 ou 12 et que ça devient compliqué, je sais plus, parce qu'en fait, tu te rends compte qu'ils en utilisent un ou deux, que ça coûte aussi de l'argent à l'entreprise. Enfin, voilà, faut être rationnel sur les outils. Mais dès qu'un outil fait gagner du temps, bingo, hein. On a parlé tout à l'heure de un peu de tips et best practices pour se former sur la partie call newbies, sur la partie et sur l'étape de cycle de vente, négociation. C'est quoi pour toi effectivement les points clés qui font une négociation réussie? Le plus important dans la négociation réussie, c'est la préparation. C'est-à-dire que c'est le temps passé à... donc moi, quand je fais formation, je parle d'une grille qui s'appelle la grille PCP, hein, c'est plancher, cible, plafond. C'est de se dire en dessous de quoi je descends pas, à quoi j'ai envie d'arriver, et du coup, qu'est-ce que je vais demander. Et ça, c'est vrai sur son prix, sur ses tarifs, mais c'est pareil sur les conditions de règlement, sur les quantités. C'est-à-dire que souvent, on se dit la négociation, elle est que sur le tarif, mais non, il y a plein de critères. Et le fait d'avoir déjà préparé ça, et surtout de l'avoir pas préparé dans sa tête, mais de l'avoir écrit, euh, bah, ça aide déjà vachement. Hein, faut savoir où on va et comment on y va. Donc pour moi, c'est certainement le point le plus important dans la négociation, c'est la préparation. Et donc un rendez-vous d'1h30 doit se préparer au minimum 1h30. Non, je suis pas persuadé. Non, je suis pas persuadé qu'il faut mettre le même temps, hein. Si tu es habitué à préparer tes rendez-vous, non, tu mets pas le même temps. Parce que tu as des routines et tu sais comment faire. Donc ta grille PCP, oui, tu vas chercher les informations. Tu regardes bien les informations sur le client, mais si c'est une négo, c'est que tu l'as déjà eu, donc tu as déjà plein d'informations. Donc tu sais ce que tu peux lâcher, tu sais ce que tu vas demander. Donc non, je pense pas. Est-ce que tu penses qu'on peut former tout le monde à devenir un bon sales dans le B2B?
C'est marrant, ça me fait penser à un échange avec ma femme qui pense que non. Mais non, moi je pense que oui. Après, c'est comme dans le sport, il y en a qui ont des facilités sur le relationnel pour mettre en place des choses plus que d'autres. Mais oui, pour moi, à partir du moment où il y a des techniques et des méthodes, après, c'est le suivi, c'est l'envie de mettre en place ces méthodes, c'est être persuadé que ces méthodes, elles vont me faciliter la vie. Mais les méthodes, elles sont là pour se donner du confort dans son quotidien. Et, et j'insiste là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on sait tous courir. Maintenant, si on t'explique comment courir, comment respirer, comment gérer l'effort, tu as une période d'inconfort, mais au bout d'un certain temps, tu vas courir plus longtemps et moins te fatiguer. Bah, les méthodes et les techniques, elles sont là pour ça. Et justement, c'est quoi pour toi les principales qualités d'un bon sales? Bon, là, je crois que la résilience, c'est important quand même, hein, parce que bah, tu te prends des portes. Quand tu téléphones et puis que tu as fait 10 calls et que tu as 0 rendez-vous, c'est difficile. Quand tu fais un mois où c'est plus difficile et puis tu t'attendais à avoir un gros marché et tu l'as pas, bah oui, ça va repartir. Donc pour moi, c'est une des qualités principales avec la capacité d'écouter, de poser les bonnes questions, voilà, d'être suffisamment posé, de comprendre comment tu fonctionnes, comment fonctionne l'autre pour pouvoir faire que ça matche le mieux. C'est quoi le meilleur conseil sales qu'on t'ait déjà donné jusqu'à présent? Ça peut être en début de carrière ou récemment. Le meilleur conseil de sales, c'est le plus important, c'est ton client. À tout prix? Ça paraît basique, hein. Moi, j'ai transformé ça en occupe-toi de tes produits et tes clients partiront, et occupe-toi de tes clients et tes produits partiront. C'est-à-dire que c'est ça le plus important. Et se centrer client, et c'est difficile en fait. Et tu as une anecdote d'une vente que tu as réalisée ou d'un sales que tu as accompagné qui t'a particulièrement marqué? Oui, alors j'en ai pas mal, mais après des anecdotes, tu parlais de négociation et d'acheteurs. Bah, moi, j'étais devenu pote avec un acheteur de chez Cora, par exemple. Et puis les négociations, c'était bah, ton chef, il te demande combien. Et puis bah, il me demande ça et ça. Bah, ok, donc si je te mets ça sur la facture ou ça sur les conditions de règlement, ça marche, hein. Bah oui, moi, il me demande 5% sur facture et 3% en RFA, hein, enfin, ou en BFA. Bah ouais, bon, on y va, tiens, je te note ça. Et en fait, il faut se rendre compte que les acheteurs, ils ont des enjeux, mais le gars qui est au-dessus, il ne connaît pas forcément tous les tarifs, toutes les conditions. Il faut juste que l'acheteur, faut qu'on se dise que l'acheteur, il doit se justifier le fait d'être là. Le commercial, bah lui, il est payé à la com et puis à la marge qu'il réalise, en fonction des conditions de règlement, enfin des conditions de prime. L'acheteur, il est payé par rapport à ce qu'il fait gagner à sa boîte, donc il faut qu'il justifie ça. Donc, et c'est ce que je dis dans mes formations négo, c'est je dis à un moment donné, demandez des fois à votre interlocuteur voilà, sur quoi il est challengé et quand ce qu'on lui demande. Bah, des fois, il te le dit. Bah, ok, donc ça veut dire que allons-y, hein. Gagnant-gagnant, hein. Effectivement, pour réussir une vente, il faut bien comprendre les enjeux de son interlocuteur, qui n'est pas forcément d'acheter son offre de produits et services, mais qui, par le fait d'acheter, va avoir aussi derrière d'autres valeurs et d'autres intérêts derrière. Ok, très clair. Tu parlais d'IA tout à l'heure. Est-ce que, avec toutes ces révolutions technologiques dans tous les sens, où on voit que finalement on peut penser que la partie humaine a moins en moins d'importance. On parle d'inbound marketing, on parle d'IA, on parle d'outbound avec des scénarios de messages génératifs directement par IA. Est-ce que pour toi le métier de sales c'est toujours un métier d'avenir? Oui, oui, bah parce que. T'as pas l'air très convaincu quand tu dis Si, oui, si, si, oui, si. oui. Non, non, mais c'est un métier qui évolue. Bah, si, si, ouais, j'y crois. Si, si, carrément. Parce qu'il y a il y a cet aspect relationnel. Et on se rend compte déjà que dans les entreprises, bah, il y a un retour sur le management. Maintenant, bah, on dit maintenant, vous faites plus de télétravail, vous rentrez, vous revenez. Il y a aussi les directeurs commerciaux qui disent, ben voilà, à un moment donné, il faut aller avoir un peu plus de clients, on arrête les visios et puis on va avoir des clients vrais. Donc oui, moi je crois toujours à cet aspect relationnel parce que l'IA, je crois qu'elle ne sera pas capable un jour, enfin, je sais pas, mais pas capable de créer des émotions. Et les émotions, c'est ce qui fait souvent la différence. Donc non, moi je crois que le métier, il est toujours, il a de l'avenir, bah, parce que le commercial, c'est quand même l'élément le plus important dans une boîte, hein. Si tu as un super produit mais que tu sais pas le vendre ou que tu n'as personne pour le vendre, bah, ta boîte, elle dure pas, hein. Donc c'est quand même l'élément le plus important dans une boîte. Il faut Exactement. savoir vendre. Bah non, mais ça fait 20 ans qu'on sait faire des visios et pourtant, à part cette période de Covid et c'est en train d'être effacé, on se déplace toujours autant pour aller voir les clients. Ça fait 50, 60 ans qu'on fait des calls internationales mais qu'on prend toujours l'avion pour aller voir aussi des clients. C'est que l'interaction humaine, c'est la seule chose effectivement qui ne peut pas être sous-traitée. Et in fine, on vend tous à peu près la même chose, aux mêmes qualités de produit, à peu près au même prix, mais la différence, c'est effectivement la relation qu'on a avec son prestataire qui est représentée par le sales. Voilà comment je vois les choses et sur lequel je m'aligne
ligne avec toi. Alors écoute, le temps passe assez vite. Un conseil que tu aimerais donner aux sales qui se lancent? Bah, le conseil, c'est surtout de se dire, tiens, si, enfin, je dois me former et me former tout au long de ma vie et tout au long de ma carrière. Là, j'étais dans une formation aujourd'hui où j'ai des commerciaux qui ont 55, 57 ans et ils m'ont dit, bah oui, on a appris des trucs aujourd'hui. Et parce que c'est peut-être des choses qu'on avait vues avant, mais qu'on oublie. Donc il faut réactiver, il faut être curieux, il faut s'intéresser aux réseaux sociaux, bien évidemment. Il faut s'intéresser aux nouvelles technologies. Il faut pas se dire, il faut pas aller contre, il faut aller avec, il faut aller dans le sens de l'histoire. Si tu te disais il y a 20 ans, bah non, voilà, j'utilise pas Internet, bah non, c'est pas possible. Les gens qui me disent, bah, LinkedIn, ça sert à rien, je dis, bah non, t'as rien compris. Enfin, alors on peut faire du business sans, hein, mais c'est quand même mieux avec, c'est quand même un outil incroyable, hein, quand tu vois que tu as 27 millions de profils en France, 860 000 boîtes, enfin, t'as tout là-dessus, quoi. C'est un truc à ciel ouvert. Bon, si j'avais vu ça il y a 20 ans ou 25 ans, ben, voilà, tu fais des trucs de fou. Et ça commence pas à être un peu bouché, LinkedIn, parce que tout le monde se met à prospecter avec des solutions SaaS qui t'envoient des mails en automatique, tout le monde se met à publier de plus en plus de contenu, donc en termes de reach, c'est de plus en plus difficile. Est-ce que tu ressens ça, toi qui as une longue expérience sur LinkedIn? Bah oui, parce que forcément, hein, les gens se sont rendus compte que LinkedIn, c'était un outil qu'il fallait utiliser. Donc, tu formes tes commerciaux, tu formes ton marketing, donc forcément il y a plus de présence et plus il y a de contenu, ben, moins il y a de place. Maintenant, pour ceux qui savent encore faire du bon contenu, il y a de la place, mais ne serait-ce que pour qualifier ses cibles et avoir des informations sur ce qu'il a fait, comment il fait, sur quoi il interagit et tout, bah, il y a déjà quand même pas mal d'informations. Donc ça me sert à prendre mon téléphone et dire allez, je contacte. Il n'y a pas d'autres réseaux pour l'instant que tu as repérés qui peuvent être des réseaux un peu sociaux, professionnels, qui seraient amenés effectivement à prendre la place sur le secteur? Comme Twitter, tu as eu un moment et finalement c'est devenu très niché. Ouais, Tu avais Twitter, tu avais LinkedIn, tu avais Viadeo, mais bon, feu Viadeo, mais ça c'est c'est une Viaduc, autre époque. ça s'appelait Viaduc au début. Exactement. Mais non, non, mais bon, pour T'as moi, non. repéré d'autres canaux? Non, là, il y a d'autres canaux quand tu fais du B2C, hein. On sait qu'Instagram, tu fais du business avec, Facebook, tu fais du business avec. Maintenant, en B2B, je vois pas d'autres réseaux sociaux aujourd'hui et qui peut les détrôner, en tous les cas. Après, on verra, hein, mais... Le temps avance vite. Une dernière question. Une personne que tu aimerais que j'interviewe après toi. Est-ce que tu as un nom qui te vient en tête? Ouais, tu peux interviewer Michael Aguilar. Ah, aussi un autre Mon comme toi confrère. qui va revendiquer combien lui aussi? Oh, il a plus de 330 000 ou 340 000 340 000 abonnés. Ouais. personnes formées en sales. Ah non, je pensais sur Ah LinkedIn. oui. Parce que toi, t'as combien sur LinkedIn? Parce que maintenant, Moi, je c'est suis un à moyen de faire. 133 000. 133 000. Tu fais du reach. Mais non, non, mais lui, il forme plus, il fait beaucoup de conférences, donc il a Ouais. une boîte de formation. Mais Eh ben écoute, Michel, on sera peut-être amené alors à échanger ensemble sur les recommandations de Jean-Pascal. Et toi alors, des nouveautés qui vont sortir, nouveaux bouquins, nouvelles conf? non, bah écoute, moi, alors, t'as dit un bouquin, mais en fait, j'en ai trois. Ah ouais, mais bon. Mais c'est pas grave. Non, 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 il y en a qui s'appelle Achetez-moi, qui est Ok. effectivement sur la vente, Mais la ça, c'était le méthodiste. dernier, non? En tout cas, quand j'ai tapé Ouais, c'est ça. Jean-Pascal Mais Vollet, c'est le premier qui est sorti et c'était c'est avec le ça. plus d'étoiles Amazon. C'est Alors, celui qui, félicité. effectivement, voilà, se vend le plus. Après, j'en ai un autre qui s'appelle Influencer LinkedIn, où j'ai interviewé 30 influenceurs qui ont tous plus de 100 000 abonnés et où je donne mes bonnes pratiques aussi. Et puis, un autre truc, mais là, c'était plus un amusement. J'ai écrit un bouquin sur la vente, mais pour les enfants. Donc voilà, qui s'appelle Tim le vendeur de bonheur. Donc à partir de 8 ans, et pour donner envie aux jeunes, très jeunes, de faire ce beau métier. Très très jeune. Mais là, tu vas faire des crises dans les foyers, là. Si tu vas faire des négociations endiablées. Non, mais c'est juste pour donner envie par rapport aux valeurs de la vente, parce que c'est vrai que tu as rarement des parents qui disent bah, j'aimerais bien que plus tard mon fils soit commercial. Et c'est dommage. Et pourtant, c'est le nerf de la guerre, hein. Une entreprise, elle est faite pour vendre. C'est même dans les statuts, hein. Sinon, on est une fondation ou une association. Donc, une entreprise, tout est tourné autour de la vente. On crée un produit pour le vendre, on le market pour le vendre. Et heureusement, effectivement, la vision du métier a bien changé ces dernières années. C'est bien professionnalisé. Moi, je vois quand même dans notre écosystème tech et digital des belles évolutions. Je pense qu'il y a quand même aussi une traction vers le haut. Jean-Pascal, un grand merci pour notre échange. C'était Ben, vraiment merci, un c'était top. plaisir de te recevoir. Je sais en plus que tu étais en formation toute la journée, donc tu as pu passer Ça va. nous voir. J'espère qu'on aura le temps ensemble derrière pour continuer à discuter et que je puisse te soutirer quelques tips qui pourraient être applicables aussi pour mes sales.
À tous nos auditeurs, merci encore de nous suivre sur We Are Sales by DCS. N'hésitez pas à nous faire vos recos de thématiques, de sujets, de personnes que vous souhaiterez qu'on interviewe pour qu'on continue notre line-up sur Q2 2024. Bon courage pour cette fin de trimestre, cartonnez vos objectifs, retenons bien les conseils de Jean-Pascal et n'oublions pas aussi, la vente c'est un transfert d'enthousiasme, donc n'oublions pas de prendre plaisir à faire ce qu'on fait tous les jours. À très bientôt. Merci, salut Jean-Pascal. Merci à toi.